déjà, le titre de mon intervention pose problème quelque part. Ah. Ça doit interpeller. On a une zone à texte, ça veut dire une zone à risque d'explosion. Est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce qu'il est conciliable d'envoyer des gens travailler dans une zone avec des risques d'explosion? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Pour cibler un petit peu, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais depuis plusieurs années, on constate une augmentation du nombre de victimes d'explosions accidentelles en France. En 2018, il y en a eu 150 explosions accidentelles qui ont entraîné des accidents de travail, des conséquences corporelles. 150 explosions qui ont entraîné des conséquences corporelles, d'accord. Dont 25 accidents graves. Donc accident grave pour nous, c'est un accident qui va entraîner des séquelles pour les gens. Et il y a eu 4 décès. Pourtant, la réglementation, elle est plus précise depuis une vingtaine d'années. Il y a eu l'évaluation des risques, on en a parlé, depuis 2001. Il y a des choses qui se sont mises en place au niveau de la conception des machines, aussi pour les concepteurs, des obligations qui ont changé, ont évolué. Il y a une démarche spécifique qui a été mise en œuvre en matière d'évaluation du risque ATEX. On en parle depuis ce matin au travers du DRPCE. DRPCE, si on n'arrive pas à le prononcer, c'est le document unique explosion, en fait. Vu les conséquences potentielles d'une explosion, c'est pour ça que le législateur a dit on va faire quelque chose de spécifique. Voilà. Et comme on l'a déjà dit, on va le redire, c'est compliqué pour une entreprise. C'est essentiel d'avoir un DRPCE qui soit conséquent et issu de la réalité du terrain. C'est très important. Mais il faut que l'entreprise, comme l'a dit Michael ce matin, il faut que l'entreprise se l'approprie. Mais pour le faire, je pense qu'il faut qu'elle se fasse aider par un consultant. Parmi les interventions, parmi les explosions accidentelles, beaucoup sont liées à des interventions d'entreprises extérieures. La plupart des victimes sont des gens des entreprises extérieures qui interviennent. Donc, au niveau de ces chiffres-là, pour nous, sont très, très inquiétants. Voilà. Alors, malgré tout ce qui a été fait au niveau de la réglementation, quelque part, ce n'est pas suffisant. Et on déplore encore beaucoup de choses qui ne vont pas bien, quoi. Au niveau des accidents, il y a 3 causes récurrentes, on va dire. Il y a une préparation des travaux qui est superficielle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas assez de temps, on est tout le temps dans l'urgence. Il y a une perte de compétences, on l'a dit aussi ce matin, il y a une perte de compétences, une perte de la réalité du terrain. Les gens connaissent théoriquement le fonctionnement de leurs installations, mais connaissent moins le terrain. Et surtout si la maintenance est externalisée. Il y a une partie de la maîtrise de l'outil qui échappe. On voit des plans de prévention, je vais y venir après, qui sont standards et qui sont sans vraiment être en lien avec le travail qui va être effectué. On voit des modes opératoires qui ne sont pas précis. Les plans de prévention, on ne fait pas le lien avec le DRPCE alors qu'il doit y avoir des choses dans le DRPCE. Si un travail est mal préparé, bien souvent, ça ne va pas bien se passer derrière. Le deuxième élément, c'est la formation et la formation des intervenants. On constate qu'il y a des problèmes là-dedans. C'est amplifié s'il y a une sous-traitance en cascade dans certaines entreprises, avec des marchés qui sont passés au moins 10 ans. Donc en cascade, c'est-à-dire que c'est le sous-traitant qui sous-traite lui-même? Oui, c'est un sous-traitant, puis plusieurs niveaux de sous-traitance, et on amplifie les soucis, quoi. Avec le troisième élément, c'est le suivi défaillant des travaux, c'est-à-dire que il faut suivre pour identifier et prendre en compte, analyser des événements qui vont se passer à un moment donné, parce que le chantier, on va le prévoir, on va essayer de faire du mieux possible, mais il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues, quoi, et qui peuvent avoir une incidence vraiment très importante. Donc il faut pouvoir les capter et puis pouvoir les traiter, quoi. Ça, c'est vraiment essentiel. Une des phases, et Michael l'a dit aussi, c'est la phase de redémarrage où le chantier s'est passé plus ou moins bien, avec des difficultés. Les délais avancent et il n'y a plus qu'un seul critère qui compte, il faut qu'on démarre. Parce qu'on a la pression du fabricant
Et puis, on met une pression excessive sur les gens, que ce soit les gens d'entreprise ou les gens de la maîtrise d'œuvre de l'entreprise utilisatrice. Hein, tout le monde a la pression. Et en fait, on fait des impasses, on oublie des choses et qui peuvent avoir des conséquences vraiment très, très importantes. Au moment de la remise en route, oui. Après les travaux, là, c'est un moment critique. C'est une phase vraiment très, très délicate. Ouais. Deux petits exemples récents. Le premier, c'est un redémarrage après unité. Alors, c'est sur un arrêt programmé. Donc là, on a le temps quand même de pouvoir prévoir un certain nombre de choses. C'est la fin du chantier, on déconsigne partiellement, on remet en charge une conduite avec des produits inflammables, alors que les travaux de soudure en aval ne sont pas terminés. Une explosion avec 3 blessés, un gars de l'entreprise utilisatrice et 2 gars de l'entreprise extérieure, et des pertes d'exploitation énormes. C'est-à-dire que... C'était quand ? Mais je ne peux pas... D'accord, il ne faut pas identifier. Voilà. Il y a eu des pertes d'exploitation très importantes et l'entreprise n'a pas redémarré tout de suite. Hein. Il y a eu des semaines d'arrêt à la suite de ça. Hein. Pour gagner un petit peu de temps, on en a perdu. Puis ça aurait pu être beaucoup plus grave. Beaucoup, beaucoup plus grave. Mais en fait, c'est les phases de fin de travaux où il y a plusieurs chefs de travaux. On pense que les travaux sont finis, mais ils ne sont pas tout à fait terminés. Et puis on va trop vite. Et la coordination, elle ne se fait plus comme il faudrait. Quoi. Le deuxième, c'était une intervention d'entreprise extérieure. Il y a des conditions qui ont changé pendant l'intervention. C'est-à-dire qu'il y avait un appareil qui était chargé de vapeur inflammable, où il y a des entrées d'air qui ont modifié les conditions initiales. C'est-à-dire qu'on est passé dans le domaine d'explosivité. Il y a eu une inflammation du mélange, de latex, donc. Et il y a eu 2 morts. Un gars de 25 ans et un autre de 44 ans. Donc là, ça a mis en lumière le DRPCE qui avait été fait, comme il pouvait dans l'entreprise, mais manifestement, il y avait des manques très importants. Et le suivi était partiel. Les gens aussi étaient très fatigués, parce que là, c'était sur une panne. Donc il y a une pression encore plus forte sur les gens, parce qu'il faut redémarrer. Ça faisait 4 jours que le système était en panne. Je pense que les gens qui étaient là, ils n'avaient pas dormi beaucoup depuis 4 jours. Donc, quelque part, derrière, pour prendre des bonnes décisions, c'est pas facile. Quoi. Donc, effectivement, en matière d'explosion, les conséquences sont très, très, très graves. Quoi. On n'est pas en train de parler d'un gars qui marche sur un bout de tube dans un tuyau, dans un atelier, puis qui se fait une entorse. Quoi. C'est pas ça. Les conséquences, c'est... Il y a une explosion, s'il n'y a personne à côté, il n'y a pas de blessés. S'il y a quelqu'un à côté, il peut y avoir des morts. Quoi. C'est souvent dramatique. Quoi. Bon, à partir de là, la réglementation. Qu'est-ce que dit la réglementation ? Alors la réglementation, il n'y a pas grand-chose à savoir en matière de réglementation. Il y a un texte fondateur, c'est la loi du 31-12-91. Et qui parle des principes généraux de prévention, qui a donné lieu après à tout un tas de décrets, dont celui sur l'évaluation des risques en 2001, sur la DRPCE, etc. en 2003. Tout ça, ça vient de la loi de 91, qui est la transposition d'une directive européenne. Et donc, tout est là, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, le DRPCE, c'est vraiment le document de base qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le DRPCE, là-dedans, dans le cadre des interventions ? Il y a un premier article, 42-27-52, là, au bol d'apprendre par cœur. Il parle, lui, des interventions qui sont faites par du personnel de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui peut être fait, on donne des instructions écrites, et on met en place une procédure d'autorisation de travail dans des conditions explicites. Bon, ça peut être quand on va faire une ronde dans une zone ATEX, quand on va faire un changement de fabrication, on va nettoyer un bidon où il y avait des vapeurs inflammables, il y a des choses qu'il faut écrire. On ne va pas nettoyer le bidon n'importe comment. Donc ça doit être écrit dans le DRPCE. Et on doit s'appuyer sur les compétences d'une personne spécialement formée, un référent. S'il a été formé, par exemple, à l'INERIS, on va mieux dormir, quoi. Donc, ou au CNPP, parce que il y a un certain nombre d'organismes qui sont capables de former les gens.
C'est tout à fait essentiel tout ça. Et derrière, le 42-27-53 concerne les interventions d'entreprises extérieures. C'est-à-dire que même dans le DRPCE, il doit y avoir des choses qui doivent être expliquées sur les conditions qui vont permettre les interventions. C'est-à-dire si on veut faire intervenir des gens dans une zone 2, bon, eh ben, on doit faire un certain nombre de choses. On réfléchit en amont sur la façon dont on va pouvoir organiser le travail par derrière. Alors, rapidement, les grandes lignes sur les plans de prévention. Bon, c'est le chef de l'entreprise utilisatrice qui doit assurer la coordination générale. Les interférences liées aux activités, alors, ces activités, c'est lui qui connaît ses installations, ses risques, notamment ses risques ATEX, et il doit assurer la coordination des activités des entreprises extérieures. C'est lui le chef d'orchestre. Il doit expliquer les mesures qu'il prend, etc. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Et notamment du caractère évolutif des opérations. C'est ce que je disais, un chantier, on prépare un chantier pour que ça se passe bien, mais ça ne se passe pas toujours très bien, et pas toujours comme on veut, quoi. Et ça, il faut avoir vraiment ça de précis en tête, quoi. Donc, il rédige le plan de prévention, et l'entreprise extérieure, elle va répondre, elle va expliquer comment elle va faire. Si... Et souvent, il y a un problème, là, c'est que les modes opératoires sont trop standards. On ne s'explique pas vraiment comment ça marche, comment ils vont faire. Donc, le maître d'ouvrage ou l'entreprise utilisatrice ne peut pas faire la coordination comme il faut s'il ne sait pas comment les entreprises vont intervenir, avec quel matériel. Si on intervient dans une zone ATEX ou à proximité, plutôt à proximité, on va dire, peut-être qu'il ne faut pas générer des points chauds. Et c'est rare d'avoir des interventions d'entreprise sans qu'il y ait de la mise en œuvre de meulage, de tronçonnage ou de soudure. Donc il faut l'anticiper, tout ça. Voilà. Dans la préparation des travaux, c'est ce qui est le plus important, hein. Bon, l'entreprise utilisatrice doit définir ce qu'elle veut faire, le matériel concerné, ça, le périmètre, et puis le volume qui est généré. Elle doit faire une analyse de risque préliminaire, c'est-à-dire que c'est un travail en hauteur, machin, est-ce qu'il faut des moyens de manutention, et puis est-ce qu'on est dans une zone ATEX. Et là, il faut faire le lien avec le DRPCE et appeler la personne compétente pour aider à structurer la préparation du boulot. Et très certainement, il faudra des procédures, autorisation de travail, on en a parlé, permis de feu, peut-être permis de pénétrer à l'intérieur d'un appareil qui a contenu des vapeurs inflammables. Il y a des choses qui doivent être faites, quoi. Donc là, ça c'est le constat. On a un boulot à faire. On a des conditions qui peuvent être ennuyeuses. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Si on ne fait rien, on va travailler dans une zone ATEX ou à proximité. Si on ne fait rien, ça va mal se passer, quoi. Si on met un cierge, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Ça fait un point chaud. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à savoir en matière de prévention, mais il faut quand même le savoir. C'est la loi du 31-12-91 et les principes généraux de prévention. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, elle dit, si la première étape, c'est est-ce que je peux supprimer le risque ? Supprimer le risque en termes d'explosion, c'est supprimer la zone ATEX. Et en même temps, je vais évaluer le risque résiduel, parce que bien souvent, je vais avoir peut-être une zone ATEX à côté. Je suis à côté. Donc, la démarche d'esprit, c'est on n'intervient pas en zone ATEX. En zone 0 et 1, c'est les zones à risque d'explosion en fonctionnement normal, on ne peut pas envoyer quelqu'un là-dedans. Zone 20-21 pour les poussières, c'est pareil. Donc on va mettre en place des conditions qui vont faire qu'on va dézoner temporairement le temps des travaux pour permettre aux travaux de se faire. On va consigner des conduites, on va enlever le produit inflammable qu'il y a dans la conduite, éventuellement on va inerter une capacité, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'oxygène par autre chose, par l'azote par exemple. On va diminuer l'oxygène, en gros, si on arrive à 5%, on n'a plus de risque d'inflammation. On va ventiler, bien souvent on a une ventilation qu'on va mettre en place avec un contrôle d'atmosphère en continu, c'est-à-dire qu'on ventile et on regarde si c'est efficace. Et il y a une circulaire qui est assez ancienne, mais il faut préserver les anciens, hein. Donc, circulaire du 9 mai 85,
qu'est-ce qu'elle dit, cette circulaire-là? Elle dit qu'il faut... il y a 2 seuils. On va vérifier, on va mettre en place des explosimètres, par exemple, et on va mettre 2 seuils. Un seuil à 10% de la LIE, limite inférieure d'explosivité, ça veut dire qu'on a le temps un petit peu de... Il se passe quelque chose, mais on a le temps de réagir. Et donc là, on met en place une procédure pour réagir. Et quand on arrive au 2e seuil, à 25% de la LIE, on enlève tous les gens qui sont dans cette zone-là, sauf ceux qui sont chargés d'aller voir ce qui se passe pour régler le problème. C'est essentiel, ça. Voilà. Après, concernant les poussières, bien souvent, on va nettoyer par aspiration avec des aspirateurs adéquats. On va aspirer les poussières qui sont là, on va les supprimer. Et effectivement, c'est une grande pensée, ça. S'il n'y a pas de vapeur ou de gaz et de poussière inflammable présente, il n'y a pas de zone latex et on n'aura pas d'explosion. Bon. Dans le cas des zones 2 et 22, quelque part, c'est plus simple, parce que si le DRPCE est bien fait... 22, c'est une attaque quand il y a un dysfonctionnement prévisible, en cas de dysfonctionnement prévisible. C'est-à-dire qu'on a réfléchi en amont, et on s'est dit, il pourrait se passer ça. Donc on a déjà réfléchi. Faut l'intégrer dedans. Et on va détricoter ce qu'on a imaginé. Par exemple, là, sur une fuite sur un jeu de bride, là, Michael en parlait tout à l'heure, on a mis le local en zone 2 parce qu'on s'est dit, tiens, il pourrait y avoir une fuite sur le jeu de bride avec un liquide inflammable qui est dans le tuyau. On va purger la conduite, on va enlever le liquide inflammable, on n'aura plus de fuite. Voilà. Bon, moi je dirais, si on a ciblé ça, c'est qu'on n'est pas très bon quand même en matière de maintenance préventive. Bon. Et puis, s'il nous reste quelques euros, dans le cadre des travaux, on va supprimer le jeu de bride, là, et on va mettre une conduite soudée. Comme ça, on n'aura plus de zone 2 dans cette pièce-là. Bon, d'autres exemples. Non-fonctionnement, on parlait de cabine de peinture tout à l'heure. Effectivement, il y a des documents INRS qui sont très bien faits, notamment sur les cabines de peinture. Et la cabine de peinture, à l'intérieur, elle est en zone 2. Mais elle est en zone 2 aussi, à 1 mètre autour des ouvertures. Donc on peut très bien avoir des interventions qui pourraient être à proximité de la cabine de peinture. Donc on va faire des choses. Pour le local l'apparition d'hydrogène dans un local de charge batterie, pareil, il y a un document INRS qui existe là-dessus. Le local est en zone 2 à cause de l'hydrogène qui pourrait être qui va être généré par la mise en charge des batteries plomb, des batteries plomb. Et on sait que le dégagement d'hydrogène se fait en fin de charge et 2 heures après la fin de charge. Donc on en tient compte et on se dit, si on veut intervenir là-dedans, on coupe le fonctionnement des chargeurs 2 heures avant le début des travaux et on n'a plus de problème. Ce sont des scénarios qu'on a imaginés en amont. Ça. Après, on intègre tout ça dans le cahier des charges et puis on essaye de voir pour que les entreprises puissent répondre en connaissance de cause. Il faut qu'elles sachent qu'elles vont peut-être être... Parce que quand on dézone une zone 0 ou 1, en fait, on va transformer en général cette partie-là en zone 2. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin quand même donc on va vérifier des choses. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc les entreprises, il faut que les entreprises le sachent pour venir avec des gens compétents et du matériel qui va bien. Bon. Juste une petite remarque là-dessus, à l'attention des entreprises utilisatrices. Si on veut du travail de qualité, si on veut respecter les délais, qu'on ne veut pas d'ennui et que le personnel arrive soit formé et encadré, avec du matériel qui va bien, il ne faut pas aller au moins 10 ans. Quoi. Il faut savoir, il faut le reconnaître. Bon, après, il y a donc rédaction du plan de prévention. Je vais passer rapidement. La visite commune, ça c'est très important. La visite commune, c'est avant le début des travaux. Et la visite commune, c'est pas la visite commune du bureau du chef d'entretien. Parce qu'il fait chaud, il y a du café, le gars est sympa. Non, on va sur le terrain. Et on va vérifier tout ce qu'on a écrit pour voir si ça va, si ça colle. Et on consolide le plan de prévention. Au niveau de le début de l'intervention, préalable aux travaux, on va aller voir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher l'autorisation de travail
qui fait partie des documents très très importants. Et on va essayer de comprendre, enfin on va comprendre ce qu'il y a dessus. Faut bien l'imprégner pour pouvoir expliquer aux gens comment ça va se passer. Il faut que les gens sur le terrain s'imprègnent des conditions dans lesquelles ils vont arriver. C'est vrai que c'est pas évident de savoir que la farine, ça explose, par exemple. Bon. Et donc ça, c'est très très important. Ensuite, bon, en cours d'intervention, là, le problème, quand on fait un plan de prévention, on ne réfléchit pas pour qu'il y ait un problème. On réfléchit pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on n'a pas intégré tous les aléas. Donc il faut être présent sur le terrain pour voir un petit peu ce qui se passe et détecter ce qui va mal se passer avant d'éviter que ça ne devienne une catastrophe. Et notamment le sentiment d'inquiétude qu'il pourrait y avoir au niveau des gens. Les gens le sentent, le ressentent des fois, avec leur professionnalisme. Et donc on s'arrête. Et puis on réfléchit. Et même si on perd un peu de temps, c'est extrêmement, extrêmement important. 3 minutes. Donc ensuite... 3 minutes. 3 minutes. La pression sur les gens comme ça fait faire des bêtises. Donc, c'est vrai. J'avance. Avant le redémarrage, effectivement, il faut avoir une réflexion sur la phase d'essai ou la fin de chantier dont je parlais tout à l'heure. Et puis, si on est intervenu sur des équipements ATEX, il faut peut-être vérifier que effectivement tout va bien. Parce que la zone, on est dans une zone qui a été temporairement dézonée. Ça va redevenir une zone ATEX. Il ne faut pas que le matériel qu'on a installé génère une explosion derrière, quoi. Moi, j'aime bien le débriefing à la fin des travaux parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais c'est toujours perfectible, quoi. Et donc, c'est intéressant de pouvoir prendre du temps pour y réfléchir. Et puis, mettre à jour éventuellement le DRPCE, puisque c'est un document itératif. Il faut le faire vivre. Et notamment au travers de l'expérience qu'on peut avoir. Voilà. Pour en savoir plus, il y a plein de documents INRS. Il y a aussi la CARSAT de Normandie et mes jeunes collègues, qui ont travaillé là-dessus, parce que le décret qui gère les entreprises, les interventions d'entreprise, c'est un décret qui a plus de 25 ans, et on a fait une réflexion sur, avec le recul et le rétexte qu'on peut avoir, et pour essayer de faire avancer les choses. Et donc, il y a des documents qui sont disponibles sur le site de la CARSAT. Il y a un webinaire, si vous voulez, aussi le 26 novembre, là, qui va être fait par mes collègues Jean-Noël Clément, Ludovic Rouillard, Guillaume Lode et Noël Desmond là-dessus, pour pouvoir aider les entreprises et faire une interaction pour essayer de faire avancer les choses. Un webinaire sur quoi exactement ? Sur les interventions d'entreprise. En général. Oui, c'est pas uniquement ATEX, c'est pas ATEX, mais mais tout est lié, quoi. Je veux dire, quelque part, voilà. Le 26 novembre, on peut aller sur le site internet de la CARSAT Normandie, je suppose. Avec plaisir. Bon, différents documents sur les détecteurs portables, les exposimètres, et les documents qui ont été faits par l'INRS, et notamment Bruno Galland, qui sont vraiment très, 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 très intéressants. Voilà, il y a d'autres documents dont on a parlé. La ED 945 est le document de base pour l'institution. Enfin, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Philippe Plenay. Merci infiniment de toutes ces explications. Alors, vous nous avez envoyé plus de 450 questions depuis ce matin. Bon nombre ont déjà trouvé leurs réponses dans le chat. Vous avez vu ça, évidemment, parce qu'on a 6 personnes qui sont en ce moment en train de lire toutes vos questions, qui essayent de vous guider, d'y répondre. Alors, voici une de ces questions. Est-ce qu'il faut un permis ATEX en plus du permis de feu pour intervenir en zone ATEX ? Permis ATEX, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'existe pas. Voilà. On ne va pas permettre de travailler en zone ATEX, quelque part. On a dit le contraire, là. Donc, on peut avoir un document, effectivement, qui va expliciter un certain nombre de choses, qui peut s'appeler permis ATEX, mais il va y avoir dedans un certain nombre de choses qui vont faire, en fait, qu'on va intervenir dans une zone, effectivement, qui est proche d'une zone ATEX, mais qui n'est plus ATEX. Et dedans, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites. Il y a des engagements pour faire, effectivement, en sorte que ça se passe bien. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir, le réfléchir. Alors, on vous pose une question à laquelle tout le monde n'a pas forcément pensé. Si plusieurs entreprises sur un même site
partage des bâtiments, des équipements, faut-il plusieurs DRPCE ou un commun? Le DRPCE, c'est l'employeur, c'est à la charge de l'employeur. S'il y a plusieurs employeurs, théoriquement, il y a plusieurs DRPCE. D'accord. Ça peut être une bonne idée quand même de les... Comment dire, dans le domaine de la prévention, homogénéiser, non? Ouais, dans le domaine de pas forcément les homogénéiser, mais échanger sur les pratiques. Parce qu'il faut être humble en matière de prévention, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin. Et l'expérience des uns doit servir aux autres. Et donc si quelqu'un réfléchit sur quelque chose, ça peut toujours être intéressant de le faire partager. Alors voilà un installateur qui vient installer un équipement contenant un gaz inflammable, en l'occurrence c'est un fluide frigorigène, à Cheffaut, chez un client. Donc est-ce que cet installateur doit communiquer ou imposer des règles liées à la TEX au client lors des interventions de maintenance? Alors, d'abord, il doit y avoir effectivement un document de maintenance qui doit accompagner l'appareil. Quand il va venir installer, il va sans doute devoir faire un plan de prévention. Donc, le client va expliquer quelles sont les contraintes liées à ses activités. Et lui, il va expliquer les contraintes qu'il a vis-à-vis du travail qu'il va réaliser et notamment de l'équipement qu'il va mettre en place. Oui. Une petite question pour la CARSAT que vous représentez. Est-ce que la CARSAT peut aider les entreprises à rédiger leur DRPCE? On peut aider, évidemment, oui, à donner quelques axes. Dans chacune des CARSAT et sous l'égide de l'INRS, Jean-Michel Petit qui avait monté ce groupe d'experts et qui perdure grâce à Benoît et Florian, il y a un correspondant incendie à TEX dans chacune des CARSAT, donc qui doit être le correspondant privilégié, quoi. Ceci dit, on n'est pas très nombreux.